Voilà, donc moi je viens aujourd'hui vous témoigner de mon expérience de patient expert. Alors, bon, ce que je vais dire va être bien en complément de ce qu'a dit Micheline Clodon, mais vous allez voir à quel point nous sommes complémentaires. Voilà, donc moi je suis une ancienne addicte, une ancienne alcoolique. Alors c'est un c'est un mot qui est poétiquement très peu correct aux soins des soignants de l'hôpital Bichat, parce que c'est beaucoup trop stigmatisé et c'est trop lourd de représentation. Bon, enfin, ceci dit, n'empêche pas moins que j'étais quand même une ancienne alcoolique. Et alors que j'étais en train de m'inquiéter, je m'inquiétais parce que j'avais une consommation qui était quotidienne, qui était une consommation du soir, qui était, comme je suis une femme, souvent une consommation solitaire, des quantités qui augmentaient, une perte de contrôle, beaucoup de temps passé à consommer, récupérer des effets, donc j'étais bien dans les critères de l'addiction de Goodman. Et donc j'étais à l'époque suivie par un psychiatre, pas pour mon alcool, mais pour autre chose, et il m'a conseillé d'aller voir le professeur Lejoyeux à l'hôpital Bichat. Donc c'est comme ça que je suis allée le voir, c'était il y a à peu près 7 ans. Je suis allée le voir dans un état d'esprit un peu particulier, c'est-à-dire que moi je me disais, bon, c'est pas possible, moi je suis pas alcoolique, hein, pas moi. Bon, c'est vrai que j'ai un petit problème, un gros problème, mais il va pas me dire d'arrêter de boire, parce que de toute façon je peux pas m'arrêter de boire, c'est impossible. Donc il va me dire que moi ça va, que c'est un petit peu, faut que je fasse un petit peu attention, mais que c'est bon. Et puis c'est vraiment dans cet état d'esprit que je suis arrivée, et puis le professeur Lejoyeux, au bout de 10 minutes, m'a dit, écoutez madame, vous êtes suivie par mon ami le docteur Intel, écoutez, je vous hospitalise. Oui, venez, je vous montre le service. Et c'était violent, c'était très violent. C'était pas ce que je pensais entendre, mais en fait si, je pense que j'étais venue pour chercher pour chercher ça. Mais en tout cas, sur le moment, j'étais plus qu'interpellée, j'étais un petit peu choquée. Et puis un mois après, je suis venue pour une hospitalisation. Alors en arrivant à l'hôpital, j'ai signé le fameux contrat de sevrage que Madame Clodon vous a présenté tout à l'heure. Et alors, je suis juriste de formation et c'est mon activité. Je travaille à temps partiel. Et en tant que juriste, je savais ce qu'était la portée d'un contrat, qu'il y avait des obligations réciproques. Alors, l'hôpital s'engageait à me donner des soins, s'engageait sur un certain nombre de choses. Moi, j'ai vu ce à quoi je devais m'engager. Et alors, il y avait la première chose qui me paraissait tout à fait impossible, c'était de ne pas boire. J'ai signé en me disant je vais rompre le contrat, mais bon, j'ai quand même signé. Et alors, il y a effectivement deux points qui m'ont vraiment interpellée. C'était les points qui étaient soulignés tout à l'heure dans le slide. C'était le premier point, c'était de recevoir de la visite de patients experts dans ma chambre. Et puis le deuxième point, c'était effectivement d'assister au groupe de parole. Ça me semblait, je ne comprenais pas très bien ce que ça venait faire là avec le soin, avec l'arrêt d'alcool. Je ne comprenais pas. Bon, j'ai signé, je voulais m'en sortir. Et puis effectivement, la visite des patients experts a été validée par l'équipe. Elle m'a été présentée comme un soin à part entière, au même titre qu'un traitement médical. Que ce soit les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, ils m'ont tous vanté le bienfait que ces patients experts auraient sur moi, sur mon parcours. Et c'est là que j'ai commencé à me dire qu'à côté des savoirs habituels, qu'une expérience pouvait être une connaissance. Alors j'étais un petit peu dans des brumes, un petit peu encore des brumes d'alcool, mais en tout cas, j'ai appréhendé cette notion-là de connaissance par l'expérience. Donc le visite des patients experts, en fait c'était une transmission de vie, c'était une transmission d'histoire. Et ils sont arrivés à un moment donné où j'étais dans cette problématique, qui était de me dire comment est-ce que je vais pouvoir vivre sans alcool, Alors je savais qu'il fallait que j'arrête de boire, mais en même temps je ne pouvais pas envisager de passer des journées sans boire, parce que ma vie n'aurait plus aucun sens. Et donc ils ont été là, j'ai pu témoigner auprès d'eux, et ce qui était très fort pour moi, c'est que c'était probablement une des premières fois que je pouvais parler d'alcool, et j'ai compris qu'ils comprenaient ce que je disais. Alors, ils ne le comprenaient pas seulement de matière intellectuelle, comme l'avaient fait les soignants, mais ils le comprenaient de manière physique. J'aurais du mal à vous expliquer comment, mais en tout cas, j'ai ressenti que c'était du vécu, en fait. Et voilà, donc eux-mêmes ont raconté leur propre parcours, leur propre chemin. Et c'est comme ça qu'ils ont dû rester 1 heure à peu près dans ma chambre, parce qu'ils ont témoigné devant moi d'une vie après l'alcool possible, et puis d'une vie heureuse, puisqu'c'était un homme et une femme, ils avaient l'air de bien s'amuser. Je me disais, mais comment? Ils ont dû prendre un autre produit, c'est pas possible. C'est comme ça que je suis arrivée
Eh ben, l'autre obligation, c'était le groupe de parole. C'était effectivement, on n'a pas le choix, groupe de parole. Alors, j'avais pas du tout envie d'y assister parce que pour deux raisons, c'est que là, j'en parle comme ça de manière dégagée, mais j'avais terriblement honte de tout cet alcool. Il n'était pas question que j'aille parler de moi, il n'était pas question de parler de ma honte. Et puis ensuite, dans les représentations que j'avais, je voulais pas me retrouver avec des alcooliques. C'était pas possible. Pour moi, les alcooliques, c'était les gens que j'avais vus dans les temps de Quechua. Je pense que tous, à un moment donné, on a tous une représentation d'un alcoolique. Et tant qu'on n'y est pas arrivé, on n'est pas comme eux. Donc, bon, c'était mal connaître la maladie. Et je suis arrivée dans ce groupe de parole et en fait, il y avait des gens, c'était des gens comme tout le monde, c'est-à-dire il y avait des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, tous les milieux sociaux, professionnels concernés. Et je les ai écoutés. De toute façon, j'avais pas le choix, il fallait que j'étais là. Tant qu'à être là, je voulais pas m'ennuyer, donc j'ai écouté. Et en fait, j'ai entendu dans leurs témoignages quelque chose qui ressemblait à ma vie. Alors, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, pas d'identification parfaite, mais des passages de vie, des ressentis. Et j'ai trouvé que c'était fort. C'était fort et c'est comme ça qu'une fois que j'ai été sortie de l'hôpital, alors, à l'hôpital, vous comprenez bien que c'est l'obligation. Je pense que vous allez repartir en vous disant bien que c'est une obligation à l'hôpital Bichat d'assister au groupe de parole. Mais dans le suivi, après, parce que c'est bien évidemment à la sortie que les choses se mettent en place, on a une forte incitation des soignants à revenir au groupe de parole, très forte incitation. Et puis un accueil des patients aussi à revenir. Et c'est comme ça que voilà, j'y suis revenue, et que j'ai trouvé une place. Donc ça, c'était une des choses donc j'ai été très régulière, j'ai pris vraiment ce groupe de parole comme un soin, vraiment un soin à part entière. Et c'est comme ça que je suis passée à cette période de sans alcool, à une période de hors alcool, où l'alcool ne fait plus partie de mes obsessions de vie, et avec des conséquences très bénéfiques, c'est que je me suis sentie, des conséquences tout à fait inattendues, c'est que je me sentais de mieux en mieux. Et donc, au sein de ce groupe de parole, j'ai senti que j'avais une place. Au début, je venais vraiment pour moi, et puis je me suis rendu compte que je me suis peu à peu décentrée, et que j'intervenais plus pour aider les autres que pour m'aider. Bien évidemment, je m'aidais, mais voilà, il y avait ce décentrage. Les patients eux-mêmes manifestaient de l'intérêt, me sollicitaient à la sortie du groupe, me posaient des questions. Et les soignants eux-mêmes m'interpellaient. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est mis en place progressivement, mais j'ai senti voilà, que j'avais une place, et puis vraiment reconnue, puisqu'on m'interpellait, et que ma parole était écoutée. Donc c'est là que j'ai commencé à me dire que je pouvais peut-être être aidant au sein de l'hôpital Bichat. Et alors, pour ce faire, il m'a été fortement conseillé d'aller passer un diplôme universitaire d'alcoolologie. Donc, je suis allée à la faculté. Et alors là, au sein de ce diplôme universitaire que j'ai eu, j'ai appris, au cours de cette année d'université, j'ai appris beaucoup de choses. Alors d'abord, j'ai compris que c'était une condition qui était tout à fait nécessaire. Et je vous expliquerai après en quoi elle n'est pas tout à fait suffisante, mais elle a été nécessaire, elle a été très, très utile, parce que d'abord, j'ai pu apprendre de manière scientifique quelle était ma maladie. Puisque j'avais pu me décentrer, j'ai pu comprendre encore mieux les mécanismes physiques, physiologiques de la dépendance, savoir quelles étaient les conséquences de l'alcool, un peu plus poussées que c'est pas bon pour la santé. Voilà, donc ça c'était vraiment très intéressant. Le deuxième enseignement que j'ai appris, c'est que, voilà, dans ce diplôme universitaire, parmi les étudiants, il y avait des médecins, il y avait un ou deux psychiatres, il y avait quelques médecins du travail. Et ces personnes-là m'ont posé des questions, m'ont interpellé encore, m'ont vraiment demandé, m'ont posé des questions sur mon vécu, et puis c'était des questions qui n'étaient pas des questions de forme, voilà, c'était vraiment des questions de fond, et ils s'étaient intéressés par mes réponses. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, mon histoire, mon expérience, mon vécu, parce que je pouvais le mettre avec des mots, parce que j'avais pu faire une distanciation avec des mots, parce que j'avais pu justement me décentrer, et ben mon vécu devenait une vraie expérience, et une expérience dont je pouvais témoigner, et cette expérience devenait un savoir expérientiel. Alors les savoirs expérientiels, j'en avais plein, c'est-à-dire que j'avais le vécu de la maladie, je pouvais témoigner ce qu'était la dépendance, j'avais le vécu de patiente, c'est-à-dire que j'ai vécu le soin,
J'ai vécu les relations entre les patients en tant quand j'étais hospitalisée, et puis un vécu aussi de sortie de maladie, de libération de la dépendance. Puis il y a aussi mon vécu antérieur. Donc tout cet ensemble de choses, cet ensemble d'éléments, ont formé un savoir expérientiel qui est bien évidemment lié à mon émotivité, à ma subjectivité, mais un savoir que je pouvais transmettre et dont les gens pouvaient apprendre quelque chose. Donc ça, c'était vraiment quelque chose c'était un point très très fort. Donc forte de ce diplôme, je suis venue donc à l'hôpital, j'ai continué à venir, et cette fois-ci alors en tant que patiente experte. Mais si je m'étais contentée de ce diplôme, ça n'aurait pas été suffisant. Parce que j'avais besoin si c'était juste ce savoir-là, j'aurais pas pu faire face à des mises à mal avec des patients, parce que ça c'est la théorie, mais en pratique, rentrer dans une chambre et avoir des échanges, ça peut être bouleversant, ça peut être déstabilisant. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin d'aller en témoigner avec d'autres patients experts, puis avec les soignants. Et alors, je dis d'autres patients experts, parce qu'effectivement, je ne suis pas seule. Là, je parle en jeu, mais nous sommes plusieurs. Et nous sommes dit que de cette expérience que nous menions, de manière empirique finalement, il devait être possible de la rattacher à des théories. Et donc, nous avons partagé les différentes littératures, et c'est comme ça que nous avons effectivement pu raccrocher notre activité à la fois aux patients, aux médiateurs de santé père. Donc, Madame Clédon vous en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est une expérimentation qui a été menée par le centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé, et qui visait le champ de la santé mentale, et qui visait à créer un nouveau médiateur, un nouveau métier qui était les médiateurs de santé. Et puis aussi sur l'expérience de Montréal. Donc, nous avons vu que notre expérience, on pouvait de manière théorique la rattacher à ces deux courants, ces deux expériences. Donc, justement, il y avait les 3 points. Donc, de manière théorique, on avait donc les 3 points de tout à l'heure qui étaient la distance, le bilinguisme et l'identification réciproque. Et donc ces points théoriques, nous avons vu qu'il fallait l'adapter, parce que quand on est dans une chambre, ça ne se passe pas forcément comme sur le papier, et on s'est adapté en fonction des uns des autres. Et nous avons pu le faire parce qu'il y avait nous avons une supervision, parce que ça c'est vraiment j'ai envie de dire le point essentiel de ce métier. On ne pourrait pas le faire s'il n'y avait pas de supervision. On a besoin d'aller échanger effectivement ce qui aurait pu nous malmener un petit peu, ou échanger sur des postures à adopter, ou remettre en place de la distance quand les patients deviennent un peu trop proches. Voilà, donc c'est comme ça que nous avons donc cette supervision. Donc mon quotidien, c'est que je suis juriste, mais en même temps, une fois par semaine, je vais à l'hôpital, je vais dans les chambres, et là, avant d'aller dans les chambres, j'oublie quelque chose de très important, c'est que je suis accueillie par l'équipe. Nous sommes plusieurs accueillis par l'équipe, et nous avons un temps d'échange où il y a avec la règle du secret partagé, bien évidemment, où on nous explique, on nous dit qui est là, qui nous allons visiter dans les chambres. Alors, il y en a certains que nous connaissons malheureusement déjà, parce que ce n'est pas leur premier passage, mais il y en a d'autres, des nouveaux. Et en fonction des affinités, des métiers des uns et des autres, de nos vécus expérientiels, nous les répartissons. Voilà, après nous avons un groupe de parole, et après il y a un suivi. Voilà, donc il y a encore... donc ça, vous voyez, la première partie de mon activité, c'est auprès des patients, et la deuxième, c'est en tant que formatrice. C'est en ça qu'on peut se rattacher au modèle de Montréal, et c'est comme ça que tout à l'heure, nous sommes malheureusement obligés de vous quitter. Voilà, donc je vais terminer, parce qu'il y a, pour vous laisser la place aux questions, parce que je crois que ça m'a un peu limité par le temps, puis j'ai peut-être été bavarde. Voilà, je vous remercie.